diablement... Peut-être pour commencer, Nicole, et pour se remettre, peut-être on pourrait mettre d'emblée les pieds dans le plat en disant, enfin, comme disait René Magritte, ceci n'est pas une pipe, même si effectivement ça représente une pipe, ceci n'est pas un film autobiographique. Hein, à ma connaissance, sauf erreur, vous n'avez jamais enlevé vos enfants, vous n'avez jamais fui vers l'Espagne. Et pourtant, si c'est pas un film autobiographique, c'est un personnage dans lequel on imagine que vous vous êtes beaucoup projeté, le personnage de Camille. Donc peut-être dire comment le personnage s'est élaboré et en même temps peut-être quel trait de caractère il a en commun avec vous, puisque ce n'est pas vous. Je vais d'abord dire que je suis diablement, j'ai pas vu le film depuis longtemps et sur un grand écran comme ça, je suis diablement ébloui par... je suis très émue, hein. Oui, je vais essayer de me calmer. Par le travail de Nathalie Baye sur ce film. Je suis ébloui par... je vais dire ça avant toute chose. Et puis, je ne sais pas si je vais répondre tout à fait à la question, mais non, c'est pas autobiographique, quoique ça l'est incroyablement. C'est ça que je voudrais développer aussi tout à l'heure sur ce qui m'a accompli tellement en passant de l'actrice à metteur en scène. C'est par exemple, c'est que tous les personnages féminins, et Nathalie était, son personnage de Camille était la première là-dedans, portent le sceau d'une chose qui m'est très, très personnelle. C'est-à-dire que moi j'étais petite fille, il y avait une jeune fille autour de moi, qui avait 17 ans, qui était ma sœur, qui faisait de très longs séjours à l'hôpital, donc que je connaissais peu, sauf quelques rares émissions, et on me disait qu'elle était en voyage, et tous les personnages féminins que j'ai écrits vraiment porte son sceau. C'est-à-dire quelque chose que j'ai pu percevoir chez elle d'un désir, un désir parfois déraisonnable, marqué et sabré par une très profonde mélancolie. Et cette ombre et cette lumière, en fait, caractérisent tous les personnages féminins que j'ai écrits, et Nathalie, Camille est la première. Donc je ne peux pas voir de choses plus autobiographiques que celle-là. Après, je pensais en revoyant le film, on a appris ça un week-end sur deux, c'est un titre fait à la va-vite avant que le film sorte, je ne trouvais pas le titre. Et longtemps j'avais voulu l'appeler Quelques jours dans la vie de Romy Schneider. Ça paraît étrange par rapport à ce film, mais je trouve qu'il racontait l'histoire un peu des actrices, quoi. Quand tu lui poses des questions sur tiens, vous êtes actrice, comment on la propulse, comment on lui demande son nom, comment... Il y a quelque chose chez les actrices, même si une star comme Romy Schneider, mais que j'ai toujours senti tellement surexposée, commentée à tort ou à raison par les gens, brûlée, et qui s'est brûlée par sa vie intime sûrement, mais aussi, et que les metteurs en scène ont continué après elle a tourné, et qu'elle a disparu. Et il y avait quelque chose pour moi qui symbolisait ou qui marquait très fort le destin des acteurs. Comment vous le diriez différemment? C'est vrai. Et donc, le producteur m'a dit, mais j'étais folle avec ce titre. Pourquoi ce titre? Et peut-être s'il y avait une correspondance que pour moi, pour dire quelque chose des actrices et de et les humiliations sorties le moment de leur starité très, très précaire, souvent, quelque chose qui les guette toujours dans, voilà, d'être objet de désir, de ne plus l'être, et d'être montré aux autres, comme ça, un peu comme une image de foire, en tout cas comme elle l'est, elle, dans le film. C'est-à-dire le côté terriblement vulnérable est presque une sorte... Alors là, elle est plutôt dans un entre-deux, mais il lui dit au téléphone, un cacheton minable, enfin, oui. C'est une sorte de déchéance, enfin, presque. Absolument, que les actrices connaissent bien, pour des choix comme ça, qui sont parfois pas ce qu'on a pu idéaliser, et pourtant ce métier est fait de ça, voilà. Oui, c'est ça, en fait, ce que vous avez dit.
C'est pour ça aussi, dans l'introduction, vous disiez Marilyn Monroe, là vous dites Romy Schneider, c'est évidemment pas leur histoire, mais c'est des images ou des représentations populaires connues, universelles, de ce que c'est qu'effectivement s'exposer. S'exposer, la lumière, la précarité, oui, être ébloui par les phares ou par les lumières qu'on projette sur vous, et derrière ça, tellement de solitude possible, de précipice, toujours peur de ce précipice, et après de les connaître vraiment, d'avoir la force de continuer, le l'allant pour continuer, que nous avons, heureusement, que les actrices ont, mais qui est toujours ce très haut risque de ce métier que tout le monde ne voit pas vraiment, parce qu'on confond les actrices avec ce qu'en disent les journaux, People et autres, et en fait, la vie d'une actrice, c'est ça. Et en même temps, la vie d'une actrice, je trouve, c'est fait aussi de beaucoup de force, elle témoigne beaucoup d'endurance, et peut-être vous allez me dire tout de suite si c'est pur fantasme de spectateur, mais quand je vois le personnage de Camille, joué par Nathalie Baye, je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre actrice, qui est Gena Rowlands, parce que aussi bien dans Une femme sous influence, où elle est entourée, une femme désœuvrée, entourée de 2 enfants, ou dans Opening Night, où elle joue une actrice, on voit à la fois ce que vous dites, c'est-à-dire le précipice, et en même temps, comment, malgré tout, ça tient, ça perdure, ça avance, ça résiste. Et je me suis dit, mais est-ce que, par exemple, pour vous, c'est les films qui ont compté et qui, peut-être, de loin, ont inspiré aussi une autre facette de ce personnage, ou pas du tout? Non, je ne sais pas, c'est peut-être, alors de manière pas en tout cas consciente, mais c'est vrai qu'il faut cette endurance, il faut cette force, parce que, bon, je dis ça, voilà, c'est aussi, il faut cette force pour continuer, pour durer, et c'est effectivement cette fragilité, cette puissance, cette fragilité en même temps, cette faille dont je parlais tout à l'heure, et qui fait, mais pas seulement des actrices, qui fait la contradiction et les ambivalences que nous avons tous dans notre vie. Et peut-être. Et ce qui m'était aussi personnel dans le film, je le savais un peu, mais comment c'est une révélation pour moi, cette projection. Mais non, c'est aussi, mais ça. Cette manière de s'opposer aux hommes, cette tendance, dire ça maintenant, mais enfin bon, mais c'était peut-être aussi très personnel, cette manière qu'elle a de dire non à la fin, non à un homme, et d'avoir le mot de la fin. Et ça, c'était pas pour moi, peut-être. Et je l'ai mis, je l'ai mis en elle, dans ce personnage, qu'elle joue tellement bien à la fin quand elle dit ce non, quitte à se faire maltraiter après, mais elle est arrivée à dire non. Et sa solitude, on sent qu'elle va l'assumer, elle est toute seule dans cette Espagne. Elle dit qu'elle a inventé qu'il y avait un endroit où on peut voir les météorites, alors que personne ne peut deviner où vont tomber les météorites, mais elle a conduit son fils pour rester avec lui, enfin vous l'avez compris, je n'ai pas expliqué le film, mais elle a conduit jusqu'à ce plateau au nord de Madrid, et là, c'est comme si le ciel lui donnait raison, quoi. C'est un peu... Elle se retourne vers cette pluie de météorites. De toute façon, le dernier plan, avant qu'elle se retourne, on espère qu'elle se retourne. Voilà. Vous parlez de la présence comme ça un peu imaginaire de Romy Schneider qui a présidé au film. Je trouve que je comprends que c'était un titre difficile pour le producteur. Quelques jours dans la vie de Romy Schneider, enfin, qui aurait compris? Donc, c'était pas un titre facile. Voilà, mais on voit bien ce que vous voulez dire. Et puis surtout le côté, qu'est-ce qui se passe quand la lumière s'éteint? C'est-à-dire des métiers qui sont des métiers d'exposition, de don, et puis se retrouver seule avec là une vie quotidienne qu'elle n'arrive pas du tout à maîtriser, une vie économique aussi, une vie matérielle, comme disait Marguerite Duras. Oui. Et j'ai l'impression que c'est cet état de solitude aussi qui vous intéresse, parce que on en parlera tout à l'heure. On en verra même un extrait, mais parfois, malgré la présence des 2 enfants qui changent tout, cette femme sur les routes, j'ai pensé à Daniel Auteuil dans L'Adversaire, c'est-à-dire filmer quand même quelqu'un de terriblement seul, quoi, où les journées, là, à la fin, elles se retrouvent dans le même état, dont les journées sont vides. Oui, ça aussi, ça me fait un peu peur, mais c'est vrai que les personnages on m'a dit l'autre jour, que les personnages principaux des films sont souvent très seuls, quoi. Il y a une solitude que je n'avais pas imaginée, mais qui sort maintenant, telle une révélation d'une photo,
Et il y a une solitude assumée, mais une solitude qui n'est pas... Ils essayent de briser ce cercle de cette solitude, mais ils y parviennent parfois, mais imparfaitement, et il y a une solitude intrinsèque qui est quand même ce qui leur ressemble le plus, et qu'ils assument souvent, enfin en tout cas particulièrement dans ce film, je trouve. On n'a pas peur pour elle à la fin, moi j'ai pas peur pour elle, mais... Voilà. Et puis c'est ce parcours effectivement avec, comme j'ai dit tout à l'heure, cette femme qui retrouve ses enfants, qui a quand même fait le choix le choix de cette solitude au lieu de cette maternité obligée, avec enfin cette conjugalité obligée. Et c'était... En tout cas, cette solitude, elle est aussi exprimée par l'enfant quand il y a ce très beau, on le voit rapidement, mais on a le temps de le voir, cette image de la galaxie où l'enfant a écrit je suis là. Oui, C'est-à-dire que tout le monde éprouve ce sentiment d'être seul dans l'univers, oui. Et tout le monde cherche, enfin, chacun en tout cas cherche des manières de se tenir dans l'univers. Oui. Cet enfant, lui, il se coltine la galaxie, si je puis dire, aussi parce que d'une certaine manière, les étoiles, elles sont en place, on peut les retrouver. C'est pas exactement son quotidien à lui, mais là au moins il y a des points fixes, il y a des repères pour lui. Et Nathalie Baye, le personnage de Camille, on a l'impression qu'elle puise, elle, le sentiment d'être là aussi dans son corps. Je voulais savoir si par exemple les scènes, la dimension gymnaste de Camille, est-ce qu'elle était d'emblée dans le scénario? Est-ce qu'elle était d'emblée là, ou est-ce que c'est venu de ce que Nathalie Baye pouvait bien faire la roue? Non, je ne sais pas si elle était en tout cas d'emblée dans le choix de Nathalie, peut-être. Elle a le corps de Nathalie, la manière dont elle a de bouger, mais pas de manière très gracieuse, d'ailleurs, de bouger, de vivre avec son corps. Et c'est vrai que de cette solitude, elle pour elle, quoi. Elle a ce corps, cette force, et c'est vrai que je trouve que j'abuse même de la beauté de son corps pendant tout le film. On la voit tout le temps, on voit ses jambes, mais je crois que c'était une manière effectivement elle a pour elle cette force, cette beauté, voilà, contre tout ce destin qui lui joue des mauvais tours, mais c'est peut-être ça aussi. Et puis c'est vrai que c'est cette manière de montrer son corps, c'est des choses qui ne sont pas écrites, ça. C'est après, sur le travail, quand on regarde une actrice et dire... je sais pas, effectivement, le film commence par ses jambes, mais ses jambes dans un effort, quoi. Il faut tenir, il faut garder son corps, ça aussi, ça fait partie de la longue obligation. Hein. Une guerrière, quoi, enfin, Oui, une guerrière, et puis il faut rester désirable. Il y a quelque chose aussi de cette contrainte, souvent, des acteurs, des actrices, quoi, de toujours penser à leur enveloppe physique, il n'y a pas beaucoup de laisser aller, il y a toujours à penser, à être un peu même obsédé souvent par ce regard qui va être sur vous et qui va vous désirer ou ne pas vous désirer et qui vous rendra heureux ou malheureux. Et on sent et le film commence, c'est vrai, par cette scène, et tout de suite après, son agent, Henri Garcin, on comprend qu'on vient de l'enlever son carnet de chèques et qu'elle n'a plus d'argent, donc elle est dans une fragilité, comme je disais, une vulnérabilité maximum. C'est à ça que sert l'argent dans les films, à raconter quelque chose des personnages. Donc elle a refusé un mari riche, on voit la scène, fortuné, disons, et elle vit cette vie de précarité, mais tout en gardant effectivement cet talent, cette force qu'il faut... Il faut les deux, c'est comme disait Frédéric, cette force et cette vulnérabilité qui marchent ensemble. Et par ailleurs, moi quand je vois le film, parce que on voit bien l'ambition du film et puis on voit bien sa difficulté aussi, je trouve quand même. Les routes, la France, une certaine France, un peu la France des sous-préfectures, quoi, disons une province française comme ça, c'est machinerie, Nicole, du cinéma, cette lourdeur du cinéma, même en ayant fait un premier court-métrage avant, est-ce que ça ne vous faisait pas peur? Ou pour le dire autrement par rapport à votre métier de comédienne, quand vous êtes comédienne, malgré tout, j'imagine sur un tournage, il y a plein de gens qui s'occupent de vous, et c'est normal. Tandis que quand vous devenez cinéaste, metteuse en scène, toute cette lourdeur technique,
du cinéma, les camions, tout ça, ça pèse. Et tout d'un coup, c'est vous le chef d'orchestre et la responsable de tout cela. Est-ce que c'est quelque chose qui vous séduisait? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez mesuré? Je n'avais pas mesuré, mais moi qui suis pourtant quelqu'un du doute, j'ai pas eu de doute jamais. D'abord après ce premier court-métrage, quand j'ai découvert au montage ce qu'était le cinéma, j'ai commencé à écrire un week-end sur deux. Et le fait de rentrer dans un territoire pour lequel je n'avais pas été formé techniquement du tout, je n'avais pas eu d'inspiration, si vous me posez la question, c'est pas un autre metteur en scène en le regardant, peut-être on avait dit qu'il y avait une source chez Alain Resnais quand j'ai tourné avec lui de me dire, d'avoir eu cette idée, hein, quand j'avais quitté le tournage du film et qu'il m'avait dit, quand je lui ai dit au revoir, il m'avait dit ah, mais vous partez maintenant et pour moi le chemin est encore long, d'avoir eu comme un pincement de me dire ah bon, donc je descends du train trop tôt, quoi, comme s'il y avait effectivement une autre gare, un terminus auquel j'aurais bien voulu aller, quoi. Et ça et plein d'autres choses. Mais quand j'ai décidé de ce film, j'avais pas. Encore une fois, j'étais dans un territoire où je ne connaissais pas grand-chose et j'avais pas de doute quoi, sur. J'avais comme seule légitimité, on en parlera avec Jacques plus tard, Jacques Lesky, mais que le scénario. C'était le scénario qui devait être assez bon, puisque, comme disait Nathalie tout à l'heure, en le recevant, elle a trouvé un scénario où elle trouvait toute l'intelligence, l'intérêt de ce scénario. Mais c'était mon seul passeport. Mais après, commencer le tournage, même le premier jour, je me souviens, je crois que Willy, je crois que j'avais dit, tu vas tourner avant moteur. Il m'a dit non, tu dis d'abord moteur. Donc j'étais vraiment, oui, très très néophyte. Et pourtant j'avais souvent entendu moteur, tourner, je connaissais pas quelque chose de ces vocables, mais et j'ai commencé, mais j'étais extrêmement bien entouré. Et je parle encore de Nathalie, d'avoir une telle projection possible pour moi. Techniquement, c'était Willy Lubchansky, il y avait Jean-Pierre Durin, des gens vraiment magnifiques autour de moi. Et Lubchansky, par exemple, était quelqu'un qui adorait l'aventure du premier film. Il adorait qu'on lui dise, je voudrais la voir de là à là, de là à là. Il adorait ça, cette initiation, quoi. J'avais dit dans le cahier du cinéma, quand on m'avait interrogé, qu'il avait été l'hippopotame qui m'avait permis de traverser la rivière. Il avait été très touché par cette comparaison, l'hippopotame. Mais c'était vrai, quoi. Il me semble que je m'étais mis sur lui et qu'il m'avait fortement guidé. Et puis voilà, et puis c'est vrai qu'on... qu'est-ce qu'il y a de moi dans le personnage? Je dirais tout. Surtout quand elle a... Comme j'ai perdu mes lunettes en arrivant ici. Quand elle perd son sac, tout ça, je perds tout le temps quelque chose. Mais c'était des choses un peu anecdotiques du personnage, mais disons ce chemin. Et puis cette propension aussi, que je trouve dans le film assez bien racontée sur la culpabilité. Qu'elle partage après avec cet enfant, et on sent qu'après, c'est lui qui est coupable de l'avoir... Et puis de l'avoir trahi. Et aussi le thème de la trahison que je mets à peu près dans tous mes films. Que je saupoudre la trahison. En vous écoutant, Nicole, je pense que c'est drôle, un autre film où joue Nathalie Baye, elle joue une script. C'est La Nuit américaine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec une des multiples définitions possibles du métier de cinéaste, un metteur en scène sur un plateau. Mais dans La Nuit américaine, François Truffaut dit « Un cinéaste, c'est quelqu'un à qui on pose des questions toute la journée et qui n'a pas du tout toujours les réponses. » Est-ce que ça peut vous aller, enfin, dans ce souvenir de ce premier tournage, de ce premier film, est-ce que effectivement c'est vers vous, j'imagine, les techniciens, les acteurs, la production, tout le monde se tournait? Est-ce que vous aviez les réponses? Non, mais j'avais croisé Granier de Fer, que je n'ai jamais tourné, mais avec qui Nathalie a tourné, et quelques jours avant, il dit je sais pas, tu me dis une couleur, dis quelque chose, mais réponds tout de suite. Mais le producteur avec qui j'ai tourné après Fils préféré, après ce film-là, il dit toujours, Nicole, c'est la seule metteur en scène que je connais qui avance avec ses doutes. On va mettre la caméra là, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien là, mais on va quand même la mettre là. Mais c'est vrai que j'osais, justement, contrairement à... En fait, il faut toujours dire mes doutes en même temps que j'avance avec, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut à un moment donné...
En plus, j'avais un assistant terrible. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Et là, il se lève, il me tue. Non. Radu Mihailescu, qui est devenu après un... Mais il était cinéaste, déjà, lui. Et je trouve ça fait rire Nathalie que je raconte cette histoire. Mais il s'est dit, une actrice qui fait un film, il était tout près d'en faire un, il voulait en faire un. Il dit, je vais le faire, c'est moi qui vais être à la manœuvre, quoi. Et alors Et alors, dès que je disais, on va mettre la caméra là, si je me retournais la tête trop vite, je voyais qu'il faisait genre, voilà, qu'il n'était pas d'accord, enfin, qu'il marquait son désaccord. Et ça s'est fini très vite. Et à la fin, quand on était en Espagne, je faisais des repérages seulement avec Willy et sa script, Hélène Sébillotte, et plus jamais avec lui. Et on s'est retrouvés ensemble dans le vol à la fin Madrid-Paris. Il avait un accent roumain, mais je n'en veux pas, hein, l'histoire est trop ancienne maintenant, mais il m'a dit Nicole, tu sais, tu penses que je t'aime pas, mais c'est quand on aime les gens qu'on les châtie. J'écoute, Yannou, on a 2 heures là, si on pouvait se taire. et puis voilà. Il ne s'agit pas de lui en vouloir. Donc vous voyez, il pensait en tant que technicien, lui, je sais pas, il avait fait quelle école il avait fait à l'époque, je sais pas encore la FEMIS, mais là, j'avais quand même assez de confiance pour ne pas suivre les indications des premiers assistants. Oui, c'est ça. Il ne s'agit pas de lui en vouloir ou pas. Effectivement, c'est lointain maintenant. Mais c'est intéressant, ces histoires de confiance et de légitimité, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut et ce qu'on fait. Donc, on a prouvé que je savais quand même ce que je voulais et que je n'étais pas dans... Mais quand même, ça reste un peu mystérieux, même si effectivement vous aviez un hippopotame avec vous, même si ça reste quand même un peu mystérieux. Vous avez dit au moment de la sortie du film, j'ai délégué toutes les lumières à Willy Lubchansky, mais j'ai absolument pas délégué les cadres. Ça m'a paru, bon, d'emblée déjà une affirmation, mais encore, j'ai du mal à comprendre comment effectivement vous le dites, hein, vous avancez avec vos doutes, et en même temps vos doutes vous font avancer. Comment, par exemple... Oui, les doutes font avancer. Ouais. Voilà, mais comment vous avez fait, par exemple, pour ce qui est du découpage? Le découpage, vous le prévoyez quand même avant, où il se déduisait en partie de la situation, du tournage, des répétitions. Vous dites que la position de la caméra, vous hésitiez, mais vous la teniez quand même. Comment vous saviez quel serait le découpage de la scène que vous allez tourner? Eh bien, c'est vrai que je donne l'accent à la lumière, je fais confiance à la lumière et je suis beaucoup plus... je tente d'être beaucoup dans la maîtrise du cadre. Mais comment je fais? Déjà, quand je disais tout à l'heure que je suis une actrice qui fait des films, c'est vrai aussi parce que, disons que la mise en scène, je la trouve en jouant à peu près tous les rôles, moi toute seule dans les décors. Donc, comme ça, je détermine déjà les places, les mouvements, et je les indiquais. Maintenant, je suis beaucoup plus, à tort ou à raison, je fais beaucoup plus de découpage chez moi, en dessin, voilà. À l'époque, c'était plus... c'était sans cette préparation écrite, mais je disais, oui, voilà, je faisais les scènes, et puis à partir de ça, ensemble, et je vous dis, je me répète, puisque c'est le même public, c'est vrai. Non, mais c'est parfois très vite, puisque c'est Nathalie qui m'a dit cette phrase formidable dans les vestiaires avec son frère, quand il fallait aller très vite, parce qu'on était très en retard, on était souvent très en retard dans le film, comme Nathalie le racontait tout à l'heure, on a fait une fois presque un jour et une nuit de tournage, mais que j'ai compris qu'il y avait quelque chose que je savais, sans savoir que je le savais, qui s'appelle la mise en scène, le placement des personnages dans le cadre, et après la meilleure manière de faire vivre ce personnage. Mais toujours à partir du jeu, quoi. Si quelque chose de gêné Nathalie, ça ne marchait pas, ou bah voilà, et à ce moment-là, je crois que je sais transformer les choses, mais pas trop, parce que très vite ça me panique de partir d'autre chose que l'intuition que j'avais au départ. Je ne suis pas d'une souplesse extraordinaire. Comme j'ai vu certains d'autres metteurs en scène qui font jouer les acteurs et qui les regardent longtemps, et après, la mise en scène arrive. C'est pas du tout mon cas. Ça préexiste. La phase d'après, j'allais dire, la phase du montage, c'est une phase qui pour vous aussi était, j'allais dire, en tant qu'actrice, devenant réalisatrice, c'était une phase inconnue, peu connue. Qu'est-ce que le montage représente pour vous? Parce que quand même, à la fois c'est un film de vous,
c'est découpé. Il y a quand même aussi de longs mouvements parfois de caméra sinueux. Il y a effectivement cette signature où on voit beaucoup, que qu'il soit masculin ou féminin, votre personnage principal qui marche et vous le suivez. Et il y a beaucoup de dos dans vos films. Oui, je vous assure. Mais le montage, c'est un moment, j'allais dire, que vous déléguez parce que finalement... Non. C'est un moment terrible, le montage. Et ce film-là en particulier. Parce que j'avais fait un court-métrage que j'avais fait avec Jacqueline Mariani, qui était aussi monteuse, qui était là... Bon, bref. Et puis, j'avais été un peu aidée en fin de parcours par Yann Dedet. Et j'avais cru que le long-métrage, c'est pareil, que j'allais reprendre la même personne qui était très débutante comme moi. Et on n'avançait pas. Et là, il y a une grande gueulante de mon producteur Alain Sard qui m'a dit il va prendre Agnès Guimau, The Big One, qui était la monteuse, on dit tout le temps, du mépris. Et... La monteuse des grands Godard des années 60. Des grands Godard des années 60. Qui sont ça. Voilà. Et de certains Truffaut. Après, il est remplacé par Yann de Gaulle. Godard, il s'est remplacé lui-même. Elle avait une forte présence. Elle était, d'ailleurs, le montage que je revois aujourd'hui, je le trouve vraiment absolument extraordinaire. Elle avait une forte corpulence et elle savait, quoi. C'est quelqu'un qui disait qu'elle savait. Elle savait mieux que le metteur en scène. Donc, elle savait. Et donc, elle mettait entre moi et l'image. Et je sautais de tous les côtés. Et elle appelait Alain Sard, elle ne me laisse pas monter. Moi, j'appelais Alain Sard, elle ne me laisse pas boire. C'était horrible. Non, mais j'ai fini quand même. J'ai fini le film avec une maladie d'Hashimoto, enfin, qui s'est révélée. Je suis hypothyroïdienne. Ouais, je suis hypothyroïdienne depuis ce film. Non, mais j'ai tellement de stress que je vais être devenue hypothyroïdienne plus tard dans ma vie, mais là, à 40 ans, je l'étais, parce que j'ai fini dans un stress terrible et des disputes terribles avec elle. Je me souviens, elle coupait des répliques. Un jour, Jacques Fieschi est rentré dans la salle, parce qu'il s'en souviendra tout à l'heure, mais elle dit, mais vous avez coupé telle phrase, oui, vous avez payé à la ligne. Elle avait dit, non, elle était terrible, et elle savait, mais... Avec plus d'expérience, j'aurais dit, elle sait, je l'aurais laissé les rênes. Mais mon premier film, quoi, c'était un peu comme les nourrices qui prennent les enfants des jeunes accouchés et qui disent maintenant il est à moi, quoi. Et c'était à elle, quoi. Le film était à elle. Donc, mais après, je l'ai rappelé pour le fils préféré. Et là, on a eu un rapport plus calme, parce que je savais qu'elle savait des choses et qu'on peut avoir les discussions, mais qu'à un moment où sa science, son sens effectivement du récit, du rythme, il fallait que j'abdique de certaines choses, quoi. Je ne savais pas tout. Hein. Mais quand même, donc pour le fils préféré, vous avez repris la même monteuse, on imagine que là, elle vous a laissé voir. Donc il y avait un rapport qui s'est établi, mais quand même entre l'assistant réalisateur et la monteuse, vous décrivez un tournage où quand même il faut s'imposer, quoi. Il faut... C'est vrai. Ah oui, c'est un tournage, c'était costaud, comme on dit. Ah oui, c'était... Oui, mais enfin, je vous dis donc, Agnès Guillemot, c'était quand même extraordinaire, c'est une rencontre extraordinaire pour moi, et je pense très très souvent à elle, mais l'assistance, c'est ça, mais j'étais majoritairement, incroyablement entouré, porté par toute l'équipe, et par mon interprète. Et alors, en revoyant là aujourd'hui le film, est-ce qu'il y a... Parce que moi je me dis, un film comme celui-là, sur la route, avec effectivement la production que Frédéric décrivait, les semaines de tournage, je me dis, mais il y a forcément des moments qui sont donnés par une situation ou une possibilité du lieu, qui ne peuvent pas être prévus avant, vu que c'est un film, une sorte de road movie. Est-ce que vous retrouvez est-ce qu'il y a des moments d'improvisation dans le film? Oui, justement, je parlais de cette scène, Nathalie, dans l'école avec son frère, quand elle entend par comment ça s'appelle, le Toki, que sa belle-sœur lui dit qu'on la cherche, tout ça. C'était des scènes où on a inventé le décor et la scène, dans l'instant, tout n'est pas effectivement... non, mais c'est pas dans tous les films, quoi. Il y a des choses qu'on a prévues, des scènes
on prévoit, non pas parce qu'elles sont plus difficiles, mais on prévoit parce qu'on a la chance d'avoir le décor, et puis sinon, effectivement, il y a cette improvisation qui se fait dans un des décors qui s'improvise eux-mêmes, et là où c'est, oui, on sent que c'est une prise de risque, c'est partie aussi des joies et des excitations de la mise en scène, de ne pas refaire simplement, répéter des choses qu'on a forcément déjà envisagées. Bien sûr, et puis le fait de faire un film sur la route, oui, crée des situations imprévisibles autrement, quoi. Enfin introuvables. Voilà. Les plages, les routes, cet hôtel à Palavas-les-Flots, voilà, il y avait tout le temps une décoration minimum, bien sûr que dans des décors naturels. Et l'idée, par exemple, du petit déjeuner avec comme plateau comment dire, une caisse de fruits, et puis comment dire, l'échelle du maître nageur, enfin, comment on appelle ça, du garde-côte. Oui, ça, vous le trouvez là ou je crois que Nathalie, on l'a trouvé là ou pas? Je me souviens plus si on l'a trouvé là, ce garde. Oui. Elle dit que vous avez failli mourir de froid. Non. Elle surtout. Elle. Non, parce qu'il y a une scène, elle devait se baigner, et l'eau était froide. Et vous voyez qu'elle se baigne. Qu'elle se baigne. Ah, oui. Ouais. Oui, non, parce qu'elle s'est avancée. Non, parce que nous avons été quand même humains. Elle s'est avancée dans l'eau pour se baigner, et puis à un moment donné, allez, je suis allé, vas-y, quand même, bon, allez, ça sera pour. Mais elle s'est avancée, puis après à un moment donné, on a vu sa silhouette qui se oscillait comme ça, qui tremblait. Elle était au bord de l'évanouissement, donc on est allé la chercher, et on ne la voit qu'au sortir du bain. Donc, en fait, on n'a pas tourné la scène jusqu'au bout. Hein, Nathalie? On donne un micro à Nathalie pour qu'elle confirme qu'elle a failli mourir de froid. Je le confirme absolument. C'est vrai, elle a eu froid. Cette fois, c'était quand même en mars-avril, sur la côte. Mais largement Montpellier. Alors peut-être, et pour passer à la suite, on a le sentiment, alors bien sûr c'est un sentiment rétrospectif, quand on voit le dernier plan du film et qu'on la voit, j'allais dire, aller vers la suite, comme vous dites, on n'a pas d'inquiétude pour elle, on sent qu'elle va vers la suite de sa vie, et peut-être même que d'avoir fait ce détour va l'aider à y aller mieux dans la suite de sa vie. Et vous, on a le sentiment, évidemment parce que depuis on sait que vous avez fait 8 autres films, mais on a le sentiment qu'après celui-là, qui était votre premier, on se dit c'est sûr, elle va vers le deuxième. Et c'est pas un film d'une opportunité ou d'une seule fois. Vous étiez, vous, dans cet état d'esprit après le tournage, montage de celui-là, c'est sûr, je vais en faire un autre, ou pas? C'est sûr que j'allais en faire un autre. Ouais. Je crois que j'ai pas eu de... Non, c'était... J'avais trouvé quelque chose qui a été, je peux dire, la divine surprise de ma vie, de ce territoire auquel je pensais vraiment pas avant quand j'étais simple actrice, quoi. Mais que là, Et puis, je me souviens qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, un psychanalyste fameux, qui avait vu le film, qui avait beaucoup aimé, il dit « C'est tout comme votre personnage principal... » Vous avez vu me dire ça. Non, le personnage principal parle peu. Et c'est vrai qu'elle s'exprime justement par du corps, et que les personnages, je les fais très peu parler. Je ne pas des personnages qui se commentent eux-mêmes, mais c'est vrai, elle parle plus dans Camille, dans ce film, par son corps, par ses regards, que par... elle dit peu de choses. Enfin, lui, ça l'avait frappé. Et j'ai repensé en voyant le film. Et c'est vrai qu'on a toujours du mal à faire parler les personnages... et que c'est par autre chose, et là, le corps qui parle. On va peut-être regarder ensemble l'extrait qu'on a choisi, tous les trois, parce que ça dit à quel point aussi, là aussi, lui, il parle peu. Hein, le parler peu, on va regarder ensemble le parler peu de Daniel Auteuil dans L'Adversaire. On va regarder un extrait qui dure 6 minutes, il est un peu long, mais... C'était impossible de faire autrement, et en voyant l'extrait, tout le monde va comprendre pourquoi il était impossible de faire autrement. Et ensuite, on accueillera avec nous Jacques Fieschi, qui est évidemment votre complice sur toutes les écritures de scénario. Donc on regarde un extrait de L'Adversaire, et puis ensuite on se retrouve. D'accord. Mais on peut rester là parce qu'il va faire un cadre, sauf si vous voulez vous mettre sur le côté pour voir le...
Jacques Fieschi. Jacques, bonjour. Bonjour. Et on disait, on l'a dit plusieurs fois dans la semaine, là je le redis, c'est quand même un cas particulier. Vous avez, j'allais dire vous, Nicole, vous avez réalisé et écrit, et coécrit 9 longs métrages avec le même homme, Jacques Fieschi. Et, si. Et celui-ci, donc L'Adversaire, en 2002, ça doit être votre 4e long métrage en commun. Et pour autant, les 3 premiers, donc bien sûr Un week-end sur 2 qu'on a vu, Place Vendôme, Le Fils préféré, sont des scénarios originaux. Celui-ci est une adaptation du roman d'Emmanuel Carrère, en tout cas, plus ou tu vas nous dire. Mais en tout cas, de qui est l'idée ou l'envie, disons, d'adapter ce roman ou de ne pas adapter ce roman, ou en tout cas de tourner autour de l'affaire Jean-Claude Roman, puisque c'est de celle-ci de moi. Quand j'avais connu comme tout le monde cette histoire de roman passionnante, ça ne m'avait jamais donné, j'ai pas eu l'idée de dire tiens, peut-être ce fait divers pourrait être un... C'est quand j'ai lu le livre d'Emmanuel Carrère, ce récit que j'ai trouvé absolument extraordinaire, parce que déjà il s'arrachait à l'humus, au terreau du fait divers, et déjà le personnage apparaissait comme un personnage, disons, tragique. Comme ça en tout cas que j'ai le ressenti, que là j'ai eu envie et j'ai demandé les droits à Emmanuel, qui m'avait dit après lors d'un dîner très drôle, mais pourquoi tu veux demander le droit? Tant mieux pour moi, tant mieux pour moi, mais vous n'avez qu'à prendre les minutes du procès, d'ailleurs on a aussi pris les minutes du procès après, comme ce livre-là et ce titre qui m'avait bouleversé, voilà, c'est comme ça qu'on a effectivement adapté le livre, le récit d'Emmanuel Carrère. Oui, c'est vrai, mais en même temps, on a carrément pris les minutes du procès, et en fait, il y a quelque chose dans le livre d'Emmanuel Carrère qui est remarquable, c'est tout son rapport, lui, écrivain, à cette histoire. Ça, nous ne l'avons pas abordé. Voilà. Dans le sens que je disais que bien sûr c'est une adaptation, naturellement, mais il y a cet aspect-là du livre qui, je crois, était crucial pour lui, que nous n'avons pas traité, forcément. Mais on n'a pas raconté, oui, la vie parallèle qu'il raconte souvent dans ses livres, et voilà, on s'est tenu à l'histoire de roman, telle qu'il l'a raconté. En tout cas, bravo là pour la mise en scène que je viens de revoir, parce que la façon dont tu montres l'esselement progressif du personnage, c'est très beau. Oui, cet extrait est remarquablement choisi, je suis d'accord, parce qu'effectivement, quand on voit comment la société, c'est simplement les gardiens, enfin les contrôleurs de l'OMS le surplombent. Enfin, il y a un plan en haut de l'escalier, là où il ne montera jamais, parce qu'il n'a pas le badge, et que donc on ne le laisserait pas passer. Je trouve que c'est effectivement un très très bel exercice de mise en scène. Mais question à tous les deux, moi je connais un peu l'affaire Roman comme tout le monde, j'ai lu le livre d'Emmanuel Carrère, mais la littérature c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des temps morts et des temps vides pendant des dizaines et des centaines de pages. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'affolant, non pas tellement sur le mensonge, les relations sociales qu'on voit avec François Cluzet, Géraldine Pellas, sa femme, ses enfants, donc toute cette construction, voilà, où il a une vie sociale, et puis quand il a cette phrase géniale, j'ai une grosse journée. Alors pour ceux qui connaissent le film et le livre, la grosse journée, en fait, c'est de partir avec sa voiture et ne rien faire pendant 10 heures, puisqu'en fait, il n'a ni métier, ni fonction sociale, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'effrayant pour vous deux, de se dire, mais comment on va montrer ça à l'écran? Comment on va montrer du rien, du vide, de l'attente, enfin du remplissage de ces journées? Il fallait justement, je vais déjà parler après, mais mixer les moments de vie sociale, familiale, vie avec les autres médecins, ses anciens camarades, et ces moments, c'est un plan, je me souviens, sur le bord de route, où il écoute un sketch de Coluche, et il rit. Et ce rire est pathétique, parce qu'il rit, ou il rit parce qu'on rit à Coluche, alors qu'il est tout seul dans un parking, il lit les livres de Gérard. Oui, c'est les livres, l'auteur qui lisait beaucoup, René Gérard. René Gérard? Oui. Ah oui. René Girard. Oui, René Gérard.
Mais il lit ses livres, il doit lire beaucoup de revues médicales, puisque même son ami François Cluzet dira plus tard, mais il était le plus fort d'entre nous quand il y avait des discussions, il était le plus fort, c'est-à-dire qu'il continue, il poursuivait quelque chose de sa recherche médicale, mais il fallait effectivement montrer ce mix-là, parce que, voilà, mais c'est vrai qu'on a eu la chance, là aussi, comme dans Week-end sur deux, d'avoir un interprète extraordinaire, et c'est vrai qu'il y a dans le regard d'Auteuil, c'est pour ça qu'on a choisi un personnage qui n'avait rien à voir avec la corpulence ni rien du véritable roman, quelqu'un qui n'était... Mais il y a quelque chose de si perdu, de si intérieur, comme un... C'est vrai que toi qui disais qu'il avait un regard sans iris, sans prunelle, quand la caméra s'approchait. Un regard de psychienne, un peu de... Mais il a, c'est-à-dire dans son regard, là je l'ai revu encore récemment, c'est vrai qu'il y a toute la tristesse et la perdition. Et ça, évidemment, c'est quand on a un grand acteur comme ça. Mais pour répondre à ta question, c'est-à-dire que, en fait, la séquence qu'on a vue, c'est une séquence inaugurale. C'est-à-dire, c'est la séquence qui nous informe de sa vie, de l'imposture absolue de sa vie, du néant de sa vie. Donc après, évidemment, comme c'est une séquence qui menace d'être répétitive, il faut bien sûr articuler un récit, parce qu'autrement on ne peut pas reproduire toujours ce rien. On ne peut pas décliner ce rien pendant. Donc l'idée c'était quand même de faire une structure, et quand vous voyez le film, en fait on part du moment où il revient dans la maison où ont lieu les meurtres. Dans cette espèce de temps mort, de Stunde Null, comme disent les Allemands, où c'est comme s'il prenait conscience de son acte, comme s'il le découvrait même pratiquement. Donc tout le film est structuré à partir de ce début. Donc ça aide aussi à articuler un propos qui autrement effectivement pourrait trouver une forme de monotonie de croisière. Et puis il y avait aussi une petite effet post-thriller, mais où l'argent justement joue. Il commence à ne plus avoir d'argent pour entretenir ce mensonge. Et donc là on voit avec l'histoire avec son beau-père, avec le personnage d'Emmanuel Devos, qu'il cherche, que l'argent commence à manquer. C'est quand l'argent n'est plus là qu'il n'a plus qu'une... Oui, c'est la montée. Ce mensonge. La montée peu à peu aussi, c'est ça qui est dramatique, qui constitue une dramaturgie, c'est peu à peu la découverte de l'imposture. Voilà. Brusquement, c'est un homme qui va être de plus en plus cerné par le regard des autres, qui va être le dos au mur, jusqu'à trouver cette solution effrayante. D'ailleurs, je signale que le film, celui-ci, l'adversaire, donc passe tout à l'heure à la séance de 18h30, qui sera présentée par, bien sûr, Nicole et Géraldine Pellas et Emmanuel Devos qui seront là. Et donc, si vous ne l'avez jamais vu, le film passe à 18h30. Jacques, disons, en prenant l'exemple de ce film, qui est peut-être plus délicat parce que c'est une adaptation, mais pourquoi pas, comment s'organise? Est-ce qu'il y a des lois dans l'organisation de votre travail, ou est-ce qu'il y a, disons, à vous deux, des constances, des rituels, ou est-ce que chaque projet fait que vous travaillez différemment? Je veux dire par là, est-ce que par exemple, quand toi tu écris, comment Nicole réagit à ce à quoi tu écris? Est-ce qu'il arrive que vous jouiez des scènes, c'est quoi la danse entre vous? Quand on les dialogue, on joue, quoi. Moi, je dis, je vais laisser parler Jacques, puisque c'est à Jacques que vous vous adressez. Je vous adresse à vous deux. Non, mais moi, je parle les scénarios, je les oralise, et Jacques dialogue avec ma manière de parler, et ensemble, comme ça, on avance, mais c'est Jacques qui est... On écrit ensemble, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, on écrit ensemble les scènes, on les parle, voilà, et après Jacques part écrire, et me donne par scène quelques 30 feuillets ou 20 feuillets. Ouais, parfois une scène ou deux seulement. Oui, parfois une scène ou deux. Et donc on parle effectivement de la scène ensemble, et puis après moi je rédige, je l'écris, puis je rends ma copie, et puis on la reparle ensemble, et on rebalance les choses, le rythme de la scène, les mots, les dialogues, les silences, toute une respiration de la scène, et effectivement, donc à ce moment-là, on peut aussi la jouer. On joue bien tous les deux. Oui, toi en tout cas. Et ce va-et-vient, il peut durer, enfin... Ça dure des mois. Parce que voilà, comme
tout à l'heure Nicole disait je doute au moment d'avancer, puis alors j'avance avec mon doute. Combien de temps ça peut prendre ce genre de navette sur une séquence, sur un moment du film? Oh non, je sais pas, c'est pas très long. 2-3 jours, quelque chose comme ça, sur des scènes longues, et parfois quand les scènes sont plus courtes, voilà. Mais c'est pas... C'est une fréquence, c'est pas forcément, il n'y a pas des rituels, enfin si, c'est la recherche, disons, d'une poétique commune. Et je savais pas, je suis pas quelqu'un de l'écriture, quoi. Peut-être que j'en dis, tu devrais essayer. Non, je saurais pas être seul dans l'écriture. Je saurais pas être seul. On parlait de la solitude de mes personnages, mais en tout cas dans l'écriture, je ne saurais pas. L'énergie ne viendrait pas, alors que quand Jacques sonne, chez moi, on s'y met, et alors tout de suite quelque chose, une énergie me prend de la scène, et puis voilà, j'ai confiance beaucoup en ce que dit Jacques, c'est vrai, il avalise beaucoup des idées, on n'est parfois pas d'accord, parfois on discute, mais disons que c'est la meilleure manière que j'ai trouvée d'avancer avec lui. Parfois je me dis qu'on a des... voilà, on ne s'entend pas surtout, mais qu'on a des inconscients qui communiquent, quoi. Qu'on a, parfois sur une même scène, il nous arrive des mêmes idées, et donc je trouve ça toujours très, très mystérieux et impérieux. Mais quand une collaboration comme ça est aussi au long cours, enfin sur presque maintenant une dizaine de films, évidemment c'est très bizarre de poser cette question parce que c'est très mystérieux pour nous, spectateurs. Mais quand c'est un scénario original, comment naît un film? C'est-à-dire, par exemple, prenons un exemple, parce que sinon c'est très difficile de répondre. Par exemple, le fils préféré, est-ce qu'il y a de l'autobiographie, de l'un ou de l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose de romanesque, mais de romans particuliers qui peuvent infuser? Enfin, voilà. Comment un projet naît? Et surtout, quand c'est un scénario original, comment s'installe-t-il suffisamment pour qu'on se dise, ben voilà, c'est celui-là qu'on va écrire, on va y aller? C'est une très bonne question. Non, mais je vous raconte quelque chose, parce que le fils préféré, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, et même, je pense que le fait de beaucoup d'écrivains, mais l'idée était venue de moi, de trois frères, c'était comme ça des éléments assez disparates, il n'y a pas vraiment une caractérisation des personnages, c'est trois frères fâchés, un père, un immigré italien, je vais essayer de m'éloigner de l'Espagne, et un secret, et un personnage principal qui n'arrivait pas à tenir l'argent, et c'était déjà un symptôme d'un secret qu'on découvre dans le film. Tout ça était bel et bon, et ce n'est pas du tout, c'est intéressant comme ça, parce que j'avais proposé à Jacques de faire une autofiction, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé, mais on a commencé à écrire le film, on a écrit le film ensemble, mais quand je repense à ce film que j'ai revu l'autre jour, et vraiment, il y avait quelque chose qui est comme quelque chose qu'on n'a pas vu jusque-là, quelque chose qui est tellement de mon histoire, et qui est incroyable, et qui se révèle dans le film, et avec lequel Jacques, sans connaître les éléments, joue comme en bâtissant la meilleure fiction et le meilleur récit, et surtout la meilleure caractérisation des personnages, où Jacques excelle dans le film. Mais l'histoire, elle vient d'une trace assez violente de mon enfance, mais mon père était fâché avec ses frères, ils avaient tous les trois sur les arcades à Oran, tous les trois le même magasin, tous les trois des quincailleries, des drogueries, et leur fâcherie s'est passée bien avant ma naissance, mais en allant du lycée chez moi, je passais toute ma vie, jusqu'à l'âge de 14 ans, devant cette boutique sans savoir que c'est celle de mes oncles. Donc, mon père était toujours seul dans les réunions familiales, un grand matriarcat, et en fait, j'écrivais cette histoire qui répondait à quelque chose de tellement... qui était le secret même, le mystère même de mon enfance, sans savoir, il s'était fâché, on m'avait dit, ma mère m'avait dit, il s'était fâché pour des questions d'argent, voilà, et je n'ai jamais su plus que ça. Donc, c'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que la mise en scène, l'écrit m'accomplit beaucoup plus que le fait d'être une actrice, que tu racontes des choses qui sont tellement fortes en toi, mais en fait, pas du tout, c'est déguisé, c'est caché, c'est masqué. Oui, mais c'est effectivement, écrire un film, c'est pas du tout même illustrer une programmatique.
Enfin, cela dit, moi je connaissais le contexte familial quand on a écrit le Fils préféré, donc je savais à quel point c'était autobiographique quand même et profondément personnel pour toi. Et ensuite, après, les choses se disposent. L'important, c'est quand on, enfin, là je parle uniquement pour moi, quand je commence à écrire, j'ai une impression d'illégitimité. Je me dis, qu'est-ce que je fous là? Enfin, très sincèrement, j'ai beau avoir fait 30 ou 40 scénarios, c'est toujours le même scénario qui m'arrive à moi. Et puis après, il y a une chose qui se passe, un mot, que pourrait dire... Légitimité, c'est-à-dire pourquoi la fiction? Pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi, de quel droit je vais faire cette fiction-là? Et là, évidemment, les débuts avec Piala étaient un peu avec des séquelles, parce que pour lui, tout était cinoche, ficelle, etc. Mais... Donc ce que je veux dire, c'est que après on trouve un détail, on trouve un geste, on trouve un mot pour dire le personnage, et tout va mieux, et après ça vient. Mais cette recherche de légitimité que je dois trouver au début d'un travail, c'est plus facile de le trouver à deux que tout seul, voilà. Et donc à partir du moment où on travaille pour un metteur en scène qui a son propre imaginaire et qu'on partage suffisamment, même dans les instances un peu de l'inconscient là que tu as évoqué, c'est plus facile d'accepter qu'on va écrire, inventer une fiction. Mais quand même, Nicole et Jacques, moi je reviens d'un mot sur l'adversaire, parce que vous disiez, Nicole, que le fils préféré, même si évidemment c'est une fiction et qu'il s'éloigne d'un souvenir traumatique, quand même, il y a dans tous vos films, tous les films que vous écrivez, un personnage, soit qui tourne le dos à un secret, et qui à un moment doit le regarder, soit qui est à la recherche d'une élucidation. Et l'adversaire, et je me dis, mais est-ce que vous en étiez conscient au moment de choisir ce sujet? L'adversaire, j'allais dire, c'est la racine carrée de cette question. C'est-à-dire que lui aussi, il a un secret. Mais ce secret, personne, d'une certaine manière, n'a jamais réussi à le définir, à le nommer, à l'élucider. C'est-à-dire que tout ce qui est à la manœuvre dans vos films, là se heurte, avec, dans le cas de l'adversaire, à une butée. C'est à une sorte de contre-champ, et est-ce que vous étiez conscient au moment de le faire, ou est-ce que c'est ça qui vous a intéressé? C'est que, finalement, presque vous vous heurtez avec ce film à la limite de votre cinéma, et à la limite de vos histoires. Vos histoires racontent quelque chose. Quoi? Nos limites. Nos limites. Vos histoires racontent quelque chose d'une élucidation possible pour le personnage, sauf que là, non. L'élucidation, lorsqu'elle tout se dévoile, il n'y a plus que la mort. C'est mortel. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas comprendre pourquoi il agit comme ça, et lui-même, ça lui échappe. Ça s'appelle l'adversaire, ça s'appelle l'ennemi en lui. Il est porteur de ce secret, et il est impartageable, puisque lui-même n'en connaît pas la source. C'est pour ça d'ailleurs que le premier plan du film, il arrive comme un petit garçon dans ce Jura, il arrive déjà avec son passe-montagne masqué, quoi. Il arrivait masqué, c'était une symbolique de ce personnage qui est toujours masqué et qui après pense que le masque qu'il a, il ne peut pas l'enlever. S'il l'ôtait, il ne serait plus rien. C'est un personnage assez incroyable. C'est pour ça qu'il arrive au crime de sang. Ce secret, lui, donc, effectivement, il est impartageable et il est mortel dans les autres films. Mais enfin, une fois de plus, quand on écrit des films, je crois, enfin, on n'essaie pas d'illustrer une thématique, on avance comme on peut, on se fraye un chemin obscur à travers la forêt. On n'est pas en train... Voilà. En tout cas, le personnage, je me regarde bien. Ah oui, mais les critiques de cinéma, ils voient des trucs thématiques. Ils ont le droit de le voir, de le faire. C'est pas Jacques Kieski que je vais lui dire que les critiques de cinéma ont un droit de regard. Mais... Non, bien sûr, mais dans la découverte dans la confrontation avec ce passé qu'il y a souvent dans les films effectivement qu'on a fait, oui, c'est peut-être quelque chose qu'on a en commun, Nicole et moi. C'est-à-dire que malgré tout, sans ramener toujours ça à la fracture algérienne, ça va devenir un peu lancinant, mais je veux dire, il y a eu, oui, cette fracture et cet interdit. Et donc il y a quelque chose qui a été caché et qui doit être retrouvé. Et ça, c'est carrément le thème d'un film qui est Balcon sur la mer.
Mais on pourrait presque le généraliser, effectivement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose que vous partagez tous les deux comme, je ne sais pas, un flux du romanesque, c'est le passé. Alors bien sûr, on peut dire le passé est toujours romanesque, non, pas forcément, pas toujours. Le romanesque, ça peut être aussi de se cogner à quelqu'un dans la rue, enfin voilà. Tandis que chez vous, il y a quand même toujours ça, c'est-à-dire il y a toujours un passé qui revient et ça crée un peu la perturbation, pas un peu, beaucoup, la perturbation fictionnelle. Enfin, c'est de là... Oui, mais est-ce que c'est pas vraiment une chose du romanesque? Se rencontrer quelqu'un dans la rue et puis cogner dessus, je suis pas sûr qu'on trouve un film. Enfin, il faut développer après. Mais non, il me semble que c'est comme un. Mais par exemple, notre dernier film que nous avons écrit, Amant, dont l'idée qu'on venait de Jacques, les personnages sont comme. C'est comme si on avait, puisque vous parlez de la limite de notre inspiration. Non, pas de l'inspiration, le contre-champ, c'est-à-dire la butée, quoi. Oui, la butée, oui. Oui, ça a été longtemps une sorte de précaré, de secret, de... Oui, pour moi c'est quelque chose, peut-être, pas seulement, peut-être Jacques parle beaucoup parle par rapport à ça de l'Algérie, mais moi c'est plus quelque chose d'un passé plus intime, de secret, et qui me donne ce goût de voir comment ils se révèlent peu à peu, comment on en voit les traces, comment on en suit tout d'un coup les traces, et comment elles peuvent exploser. Mais je sais plus ce que je voulais dire après ça. Mais... Les personnages d'Amant, vous étiez parti là-dessus. Oui, mais ces personnages d'Amant, par exemple, que je vous conseille beaucoup d'aller voir, ils sont complètement... on dirait qu'on a déchiré leur fiche, quoi. Ils arrivent, il n'y a pas de mais, et leur solitude vient de là. Et c'est assez nouveau, pour moi en tout cas, de caractériser des personnages comme ça, parce que ils arrivent seuls, mais le passé ne s'aperçoit pas. C'est en ça qu'ils sont peut-être tragiques, plus. Et ils sont pourtant rattrapés par un passé. Ah oui, mais qui se passe au temps du film. Au présent du film, ou un présent du film. Je trouve que le dernier film, c'est un peu exemplairement ce que je vous proposais, quoi. C'est quand même là pour le coup, pour revenir, ça revient, quoi. Enfin, c'est le passé, il est toujours vivant et c'est une sacrée perturbation, oui, en effet, oui. Oui, mais il revient dans le temps même du film. C'est pas un passé qu'il faut aller chercher, comme dans Le Fils préféré, ou dans d'autres films, ou dans Le Bateau sur la mer, ou dans même. Voilà, c'est pas un secret des origines. C'est pas un secret des origines. C'est pas un enfouissement. Voilà, c'est quelque chose qui est de la vie d'adulte. Comment ça, puisqu'on parle du dernier film, qu'on parle d'Amant, vous vous souvenez, je sais pas, de la première inspiration, la première flamèche à la fiction, justement, pour ce film-là? Ah, moi j'étais en quête d'un projet. J'étais comme disaient les ados, j'aimais bien être en mode projet, je ne trouvais rien. Et c'est Jacques qui m'a proposé, je te laisse parler Jacques. Et parce que c'était un roman que je voulais écrire et que je n'ai pas écrit. Voilà, je voulais faire un roman, pas un roman noir. J'avais envie de me colter un peu à cet exercice. Et puis j'ai pas eu le temps, j'ai écrit d'autres choses, d'autres scénarios. Et donc, comme Nicole cherchait un sujet, je lui ai proposé. Et ça lui a plu assez vite. Voilà. Donc on est parti. Mais c'était un sujet qui était narrativement structuré pour moi dans ces trois parties, avec ces ellipses et ce retour justement du passé sous la forme assez charmante d'une jeune femme qui vient tout dévoiler. Par contre, ce qui a été modifié, ce qui a été déplacé, décalé dans notre collaboration, c'est le ton du film, qui n'est pas du tout un film de série noire. Enfin, c'est pas un film de genre au sens littéral. C'est devenu beaucoup plus un film de personnages, à l'écoute des personnages, de leurs nuances, de leurs contradictions, de leurs impasses, de leur façon de n'être jamais tout à fait ensemble au même moment, dans le même désir. Donc toutes ces nuances-là sont apparues pendant l'écriture avec Nicole. Oui, c'est pas un film de genre, mais enfin on peut effectivement imaginer qu'il vient quand même... Oui, il vient de là. Ouais. Mais c'est vrai que les stéréotypes du film de genre ont été explosés un peu par, effectivement, cette ambivalence, ces contradictions des personnages, et donc... Et puis par le passage du Barry qui est devenu beaucoup plus important, et pas un personnage prétexte ou une tête à abattre à la fois.
Ça, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on peut juste l'évoquer. Quand même, la valeur des genres cinématographiques dans votre cinéma, elle est réelle. C'est-à-dire que un week-end sur deux, vous avez dit j'ai rêvé ce film comme un western. Elle, Nathalie Baye, c'est un peu l'indienne et elle est poursuivie par les cow-boys qui vont finalement la rattraper et l'encercler. On peut le voir aussi comme ça, un road movie ou un western. Là, dans Amant, la question du film noir. Mais en tout cas, voilà, je dis juste ça pour le signaler parce que je pense que dans les raisons de vos inspirations, la cinéphilie de Jacques, la vôtre, il y a, je pense que le genre, c'est quelque chose aussi qui aide à structurer une idée, un projet, une envie, et que là, ça peut aider à ce que finalement la pièce se monte, quoi. Mais tu vois, pour la cinéphilie, à vrai dire, de toute façon, elle m'accompagne toujours, mais à vrai dire, j'essaie plutôt de l'oublier quand j'écris un scénario. Je peux avoir un désir un référent, quelque chose. Bon, pour le film préféré, pour moi, c'était l'Aurore de Murnau en toute simplicité. Mais je ne vois pas des films. Toi, peut-être, oui, tu vas y répondre. Mais moi, personnellement, par rapport à un sujet, je peux lire des choses, mais je ne vois pas des films. Benoît Magimel n'est pas Kirk Douglas dans Out of the Past. Non, je ne dirais pas ça. Non. J'essaie simplement d'accompagner les personnages dans leur intimité, dans leurs rêves, dans leur sommeil, dans leur veille. Voilà. Mais je sais qu'il y a des metteurs en scène, très bons d'ailleurs, qui voient des tas de films à un moment où ils écrivent un sujet. Moi, c'est pas la tendance que j'ai maintenant. Toi, peut-être tu vois des films. Non, jamais. Non, je ne vois pas des films en rapport avec le sujet, ni je ne dis non. Non, je fais confiance un peu à quelque chose sans référence non plus au genre, quoi. C'est vrai à cette histoire, comment suivre, comment mettre les personnages dans un conflit, une contradiction. Voilà, je m'attache à ça. Il y a une chose qui aide à écrire, à entrer dans une fiction, c'est tout un travail documentaire, par contre. Par exemple, bon, pas toujours des films que j'ai fait avec toi, mais... on ne parle que des films que tu as fait avec oui, moi. mais enfin, Voilà. Par exemple, peut-être. Par exemple, les joailliers, le monde de la joaillerie. Oui, ça, justement. Nous, ensemble, nous avons vu des joailliers, nous avons été à Anvers, nous avons été à Londres, nous avons essayé d'y comprendre quelque chose, même si nous n'avons pas tout à fait réussi, et si nous avons tout oublié depuis. Mais je pensais au violon dans Cœur en hiver. Là, ça m'aide. Ça m'aide à trouver cette légitimité, cette vérité que je cherche et qui me fait défaut avant de commencer vraiment. Voilà. On avait refait pour l'adversaire, justement, on avait refait tout le parcours de roman, le véritable parcours, ses parents, Clairvaux, le Jura, l'OMS, enfin, tous ces lieux, on les a revisités, on a vu la maison du crime, enfin, on est allé, on a fait un long repérage, on fait tout le temps beaucoup de repérage, oui, avant de commencer à écrire. En tout cas, pour l'adversaire, c'était très, très important. Peut-être une dernière question avant de donner la parole pour quelques questions au public, mais une dernière question sur... Je me demandais si, Jacques, est-ce que tu vas sur les tournages de Nicole, et est-ce que Nicole, vous avez besoin de lui sur le tournage? Non. Non, mais j'adore le voir venir, j'adore quand il me visite pas souvent, hein. Enfin, j'adore quand il me visite, mais c'est pas, notre collaboration ne continue pas là. Je le retrouve au montage, après, dans cette autre écriture importante. Je trouve que c'est important que le scénariste, oui, bien sûr, parce que non, sur le tournage, généralement, je fais le pot du scénariste. Ah oui, il fait le pot. Je fais le pot du scénariste, mais plus personne ne vient, donc je crois que je ne le ferai plus à l'avenir. Autrement, non. Quand j'ai commencé comme scénariste, j'ai fait 2 tournages. Police et quelques jours avec moi qui m'ont beaucoup appris, mais à l'époque je travaillais beaucoup moins comme scénariste et je ne pourrais pas maintenant. De toute façon, le metteur en scène n'a pas besoin de moi à ce moment-là. Il y a des metteurs en scène qui ont besoin du scénariste sur le tournage pour réécrire tel dialogue, telle scène que les acteurs n'arrivent pas à dire. Non, oui, là, ça pouvait être ça. Un peu, voilà. Ou des scènes qui ne sont pas écrites. Non, mais après, je pense que plus généralement,
pas seulement dans mon cas personnel, je pense que le scénariste peut revenir efficacement sur le montage. Voilà, parce que d'abord il est plus loin du film que le metteur en scène, donc il a plus de recul, et s'il n'est pas désespérément et infantilement accroché à ses répliques, comme feignait de le croire Agnès Guillemot, qui était un vieux crocodile talentueux, elle n'a pas du tout compris. Moi, quand je fasse un montage de film, je ne suis pas en train d'essayer de sauver 3 répliques ou 2 bouts de phrases, c'est pas ça du tout. J'essaie de comprendre le rythme, la respiration du film et sa nécessité. Et là, je pense que s'il s'entend avec à peu près avec le monteur et la monteuse, le scénariste a son rôle à jouer. Donc, je passe comme passe de relais, quoi. Le grand soutien qui est Jacques quand on écrit. Après, sur le plateau, il y a une passe de relais au chef opérateur ou, par exemple, au décorateur avec qui je travaille souvent. Et Darminet disait de manière drôle que parfois je demande leur avis. Enfin, j'ai besoin d'avoir, je ne les écoute ou pas, mais des soutiens ailleurs, mais qui ne sont plus liés directement à l'écriture proprement dite du film, qui se retrouvent après le montage. Et j'y pense en vous écoutant, mais donc vous êtes le noyau fictionnel sur le scénario, tous les deux. En revanche, les comédiens, grande variété, pour le dire très simplement, vous ne reprenez pas les mêmes. Non, bah non. Et non, mais c'est pas un reproche. Non. Je vois que Nathalie Baye est partie, heureusement, parce qu'elle a dit toujours, mais pourquoi je ne refais pas de film avec toi? Et c'est vrai qu'il y a comme une sensation d'injustice quand on a si bien travaillé avec quelqu'un, mais comme je sais qu'il y a des cinéastes, enfin de moins en moins quand même, hein, ils trompent beaucoup cette idée de troupe, mais ils font des troupes. Mais moi, non, je cherche encore une fois l'acteur qui va être le plus près des personnages que j'ai écrit, le plus juste. Là d'ailleurs, c'est souvent des discussions avec Jacques. C'est Jacques qui a eu l'idée, par exemple, gloire lui soit rendue, de Gérard Lanvin dans Le Fils préféré, qui est beaucoup pour le film, ou des idées tout à fait personnelles que je peux avoir, mais après, non, je n'arrive pas à... non, je ne retravaille pas avec les mêmes acteurs, c'est les personnages qui comptent, quoi, qui sont, comment dit-on, t'écoutais pas, toi. Qui prime. Voilà, qui prime, voilà. Est-ce qu'il y a une question? Oui, là. Et monsieur derrière. Voilà. Attends. Bonjour, je m'appelle Daria. J'ai vu le film pour la première fois et c'est très bien à la Cinémathèque, je pense, pour découvrir un film, ça ne pourrait pas être mieux. J'aime surtout le début du film, quand elle fait les abdos. Je trouve que c'est très symbolique parce que pour un acteur, une actrice, les abdos et le ventre, c'est très important. C'est le point où toute l'énergie vient et c'est le centre de tout. Je trouve ça très bien. Et les enfants ont apporté beaucoup de l'humour dans le film. Je voulais vous demander comment vous les avez trouvés, comment vous avez travaillé, est-ce que c'était facile ou pas facile, et est-ce que vous connaissez où ils sont aujourd'hui et leur destin, qu'est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Le petit garçon était le petit-fils de Jean-Marie Serrault. Il a été acteur, je l'ai vu à un moment, là, je l'ai un peu perdu de vue depuis quelque temps, et elle, je ne sais pas. Elle est peut-être dans la salle, non, elle n'est pas dans la salle, ce serait trop beau, mais je ne sais pas. Mais c'était difficile de tourner avec eux, mais c'était difficile, non. Pourquoi j'ai dit difficile? Non, c'était... Nathalie s'en occupait beaucoup, elle était très, très médiatrice avec eux, et la petite fille, non, c'était... J'ai eu de la chance, parce que j'ai tourné déjà beaucoup avec... Non, après non, les enfants de... Ils sont tués, de toute façon. Dans l'adversaire, c'était plus simple, ils n'étaient pas aussi présents dans l'action. Mais on va être fatigué là. Non, mais... On va la refaire, ça va, Nicolas. Non. Après, j'ai trouvé que l'enfant était un peu... C'était pas un problème de scénario, parce que quand on voit le film, on critique tout, hein, on critique le scénario,
pas mal de choses. Mais les plans, la longueur des plans, non, il était un peu obsédé dès le départ par son problème d'astrologie. Il est un peu, au départ, un peu, non, ça revient de manière un peu. Mais sinon, il était très, non, il était très mutique. Et c'est vrai que ses regards sont magnifiques, quoi. Ses regards à la fin, quand il se sent coupable de cette trahison par rapport à sa mère, il est absolument extraordinaire. Donc, les enfants, comment je les ai trouvés? Il y a des castings pour enfants et on visite, on regarde d'abord des films avec eux, et puis après on voit les enfants qu'on préfère, et puis voilà, c'est comme un casting d'acteurs. Là, pour le coup, c'est vrai, on a de la chance ou pas, parce qu'on peut pas deviner ce que ce sera pendant le film, quoi. C'est une chance. Merci. C'est derrière vous. Oui. Quand j'ai revu le film, là, tout à l'heure, que je connaissais par ailleurs, une question m'est venue, puisque vous parlez des enfants. Je me dis, qu'est-ce qui a fait que vous avez mis, Jacques et toi, cette histoire pour l'enfant, hein, d'astronomie, de recherche? Qu'est-ce que ça symbolise, cette recherche de l'enfant, de cette météorite? Voilà, je me suis posé cette question-là aujourd'hui. La première fois que j'ai vu Jacques, pour lui proposer ce scénario, je lui ai raconté l'histoire que je fais donc. Ça veut dire que la météorite existait déjà. Elle fait croire à son enfant qu'elle connaît un endroit où tombent les météorites. Et Jacques, à la fin de ce déjeuner, c'est un Vietnamien dans le 6e arrondissement, j'aime bien toujours dire, je ne sais pas si c'est chaud, m'a dit, écoutez, je connais rien aux enfants, rien aux météorites, mais je veux bien qu'on essaie de travailler ensemble. Donc les météorites étaient déjà là. Alors c'était plus avoir un fantasme, un rêve, quelque chose qui est impossible et qui s'avère. Mais comme disait tout à l'heure Bernard, peut-être effectivement que cet enfant dont le monde avait été déchiré par l'action de ses parents, il y avait quelque chose qui était lointain, mais qui semblait stable, qu'on pouvait atteindre, qu'on pouvait regarder. Quelque chose montre ce que tu disais un peu d'une stabilité, alors qu'il ne maîtrisait plus rien de sa vie d'enfant, de sa vie familiale. C'est la chose qui lui permettait encore de rêver. La chose quoi? Qui lui permettait encore de rêver, en quelque sorte. Oui, de rêver, de... Oui, c'est la guerre le plus extrême, quoi. Le plus fou, le plus inatteignable, voilà. Et le plus utopique. Et le paradoxe, c'est que le Big Bang, pour l'enfant, il existe chez lui, puisque lui-même dit, mais pourquoi on ne vit pas tous les quatre ensemble? C'est ça le Big Bang de l'enfant. À la limite, l'univers lui paraît beaucoup mieux organisé que sa propre vie, quoi. C'est bien, Bernard, c'est bien. Ça vous plaît? Ah oui, mais ça m'a fait. Bon, c'est vrai. Et je tiens quand même juste à ajouter que sur le plan des météorites, je n'ai fait aucun progrès. De l'enfance, un peu, oui, quand même, parce que j'ai eu une sorte de paternité moi-même. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais très ignorant. Il y aurait énormément de félicitations et de questions à vous poser, mais j'ai été très intriguée tout à l'heure et j'aurais bien aimé des éclaircissements sur la résonance entre le fils préféré et l'aurore. Je laisse Jacques. Bon, j'ai dit ça, vous savez, en toute modestie, La Laurent, c'est un film que j'aime énormément, que je trouve magnifique. Et pourquoi cela? Parce que pour moi, le personnage du fils préféré joué par Gérard Lanvin, c'est l'homme ordinaire du cinéma. C'est cet homme qui a sa virilité, sa morale, mais qui est par ailleurs fragile, faillible. Et c'était un peu pour moi, dans l'écriture, enfin j'en avais déjà parlé à Nicole à l'époque, un peu ce modèle masculin pour le personnage du fils préféré. Et puis il y a deux choses qui sont semblables, enfin il y a une autre chose qui est semblable, c'est-à-dire que dans l'Aurore, il est sur le point de tuer sa femme. Là, il est sur le point de tuer son père. Il y a ce vertige criminel à l'intérieur d'une vie que rien ne laissait prévoir et qui pourtant advient. Donc c'est pour ces deux raisons que je pensais à l'Aurore de Murnau, une fois de plus, en toute modestie et avec toutes les... oui, toute la... Maintenant que vous le dites, je vois bien la similitude entre les deux scènes. Voilà, Merci beaucoup. Rétrospective Murnau à la Cinémathèque au mois de février. Je voulais saluer la présence de Philippe Leguet qui est là, et dont le nom était au générique dans
un week-end sur deux, qui m'avait aidé à faire ces premières pages du scénario avant que je n'aille voir Jacques dans ce restaurant vietnamien. Et pourquoi il est thaïlandais d'ailleurs, mais enfin. Alors thaïlandais, mais alors, puisqu'on en parle, pourquoi lui? Comment vous vous êtes trouvé? Comment je me suis trouvé? Parce qu'après avoir travaillé un petit peu avec Philippe, je cherchais un scénariste, que Philippe était occupé à ses propres films. J'avais rencontré Arlette Lampman. Donc j'étais allé passer un mois avec elle, elle fait louer une maison près d'Aix parce qu'elle était par là. Donc la scénariste de Maurice Pialat. Oui. Et tout me paraissait trop sombre. Enfin, je suis revenue de ces 3 semaines de travail avec elle sans véritable adhésion. Il semblait qu'on parle des inconscients. Quelque chose ne s'accordait pas. C'est quelque chose qui allait vers des choses, plus d'un autre son, en tout cas, moins éclatant, voilà, que celui que je recherchais. Trop sombre, oui, très. Donc voilà. Et qui a dû me parler de Jacques? Peut-être Brigitte Rouen, peut-être Philippe Pleguet, peut-être Caroline Champetier. Entre ces trois-là, donc tu devrais aller parler avec Jacques Fieschi. Mais en fait, on aurait pu se connaître bien Ils en avant. sont remerciés. On aurait pu se connaître bien avant, toi et moi. Ah oui, mais. Parce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui est ta cousine, Marie-Christine, et qui était mon amie d'enfance. Et étrangement, avant, nous ne nous sommes pas rencontrés. Donc je savais très bien qu'il y avait ce lien. Mais à l'époque, j'avais perdu de vue Marie-Christine, que j'ai revue à travers toi. Il y avait quand même comme une espèce de creuset commun, et tu savais, en dehors même de ce que j'avais pu faire comme scénariste, c'est-à-dire pas grand-chose à l'époque, pour dire la vérité. Enfin. Non, ça aurait même pu me dissuader. J'avais su tout ça, Doran, tout ça. Mais tu le savais, puisque tu me l'as dit. Oui, mais j'avais voulu l'oublier en revenant vers toi. J'étais là pour te réveiller. Oui, mais on sent quand même un dialogue interminable. Non, et puis quand même, Langman, puis Fieschi, famille Pialat. Oui, Enfin, oui, je le savais à peine. Hein. Ah ouais. Non, je ne savais pas que Jacques avait travaillé avec Pialat, non, je ne savais pas. Peut-être qu'on me l'a dit, mais que je l'ai oublié. Non, c'était. Non, j'essayais des scénaristes, j'essayais. Donc voilà, ça aurait pu s'arrêter au bout de 3 semaines, et voilà, on a fait 9 films ensemble. Peut-être une dernière question? Oui, je ne sais pas qui a le micro. Celui qui a le micro, oui, allez. Bonjour, il y a un acteur qui revient quand même 2 fois chez vous, c'est Jean-Pierre Bacri. Et alors, bon, est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu? Oui, il y a Bonhomme à Gimel aussi, avec qui j'ai tourné 2 fois. C'est presque une troupe maintenant, non, mais malheureusement, ça pourra. Et Bernard Cresson, c'est vrai. Malheureusement, ça pourra pas être une 3e fois avec Jean-Pierre Bacri. Pareil, Jean-Pierre Bacri, c'est parler d'un grand acteur, un très grand acteur. Et c'est drôle parce que. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, il y avait un rôle pas énorme dans. Selon Charlie, et puis Vous voulez dire Place Vendôme? Place Vendôme. Et l'adversaire, je lui ai proposé l'adversaire. Et il m'a dit non. Non, il m'a dit non, que. Voilà. Mais je me souviens, j'étais au Lutetia, moi je dis, mais quel lieu c'était. Non. Arrondissement? Oui. C'est un arrondissement. Et il n'en avait pas voulu. Et je crois qu'après, il était magnifique dans Selon Charlie, parce qu'il avait regretté, m'a-t-il dit, ne pas avoir fait. Mais je pense que c'était bien comme ça, et c'était très bien que soit Daniel Auteuil le fasse. Mais j'avais pensé à lui parce que. Voilà. Mais. Auteuil était sûrement plus jurassien que Jean-Pierre Bacri. Mais c'était un très grand acteur, j'ai joué aussi avec lui au cinéma. Hein? il est avignonné en fait. Mais non, mais je vois bien ce que vous voulez dire. Mais c'était très. Voilà. Il est disparu, c'est bien triste. Vous l'aimiez beaucoup, vous parlez de lui pour ça? Ah oui, et puis en revoyant Place Vendôme, Selon Charlie, puis la semaine dernière on connaît la chanson, je me disais qu'on a souvent tort de dire qu'il joue pareil, parce que même chez vous, il joue pas pareil d'un film à l'autre. Enfin, je trouve qu'il a une palette extraordinaire. Absolument, absolument. On l'a caractérisé après comme un personnage conchant, râleur, tout ça, mais il avait un spectre beaucoup plus large. Ouais.
Il a surtout été formidable, je trouve, dans Second Charlie, dans le rôle du maire égaré comme ça de cette ville, dans ses amours avec cette jeune fille, tout ça. Moi, je trouve qu'il était vraiment marqué là-dedans. Oui, absolument. Merci. On va devoir s'arrêter là pour laisser place à l'adversaire et accueillir Emmanuel Devos et Géraldine Pellas. Mais avant, Jacques Fieschi et bien sûr Nicole Garcia, un grand merci pour ce temps et ces réponses. Merci beaucoup. François, parce qu'il s'est développé.